Les élections municipales et régionales prochaines auront lieu dans quelques 3 mois. Elles sont prévues pour le 2 septembre 2023. Pour y prendre part, il va de soi qu'il faut être inscrit sur la liste électorale. Justement, une liste provisoire est disponible depuis quelques jours, ce qui ouvre d'office ou de droit la période du contentieux électoral. D'office ou de droit, on en connaîtra peut-être la nuance ce soir. En tout cas, la période de contentieux a bien démarré. Le délai prévu par le décret fixant les modalités de la révision de la liste électorale. À compter de l'affichage de la liste provisoire, les populations disposent de 10 jours pour l'examiner, y déceler les différentes irrégularités pour ensuite faire des observations. La procédure suscite cependant de nombreuses réactions divergentes depuis un moment déjà. Nous avons donc décidé ici à RTI 1 de tirer tout cela au clair. Le président de l'instance en charge des élections, la CEI, a accepté notre invitation. Ibrahim Coulibaly Kuibière est avec nous ce soir pour nous éclairer, tous autant que nous sommes, tous les Ivoiriens, non-Ivoiriens, électeurs ou non. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est nous qui vous disons merci pour l'occasion que vous donnez à la Commission électorale indépendante pour parler du contentieux sur la liste électorale provisoire. Donc, vous nous donnez l'occasion de nous adresser à la population pour comprendre un peu quel est l'intérêt de venir au contentieux. Donc, c'est nous qui vous disons merci. Merci d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice. Je propose qu'on suive ce premier élément vidéo réalisé par David Soyo. Il plante le décor. D'accord. La liste électorale provisoire 2023 est disponible depuis le 20 mai dernier. Elle compte 8 16 796 électeurs. Pour rappel, la liste électorale définitive de 2020 comptait 7 485 082 électeurs. Plus de 3 800 000 femmes, soit 48,48%, et plus de 4 millions d'hommes, soit 51,52%, composent la liste électorale provisoire 2023. Sa publication par la Commission électorale indépendante ouvre la porte du contentieux, autrement dit, des réclamations. Les personnes visées sont les 517 citoyens déchus de leurs droits civils et politiques. Parmi eux figure le nom du président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. La radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo suscite de vives réactions, à commencer par les responsables de sa formation politique, le PPACI. Ils déplorent la radiation du nom de leur leader. Depuis Daoukro, le président du PDCI RDA a invité les responsables de l'administration judiciaire et de la commission électorale à plus de sagesse et d'impartialité. Henri Konan Bédié a également ajouté que l'inscription de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la nouvelle liste électorale dénote d'une volonté commune de bâtir une paix durable pour la Côte d'Ivoire. Malgré les éléments d'explication apportés par le président de l'institution, Ibrahim Coulibaly Kuibière, l'opposition semble convaincue de sa position vis-à-vis de cette décision de la CEI. Pour l'heure, après les 10 jours de réclamation, tous les regards sont tournés vers la commission électorale indépendante sur la question du contentieux. Sachez, chers téléspectateurs, que vous pouvez vous aussi poser des questions au président de la CEI. Vous pouvez le faire à partir du code QR qui va s'afficher au bas de votre écran. Monsieur le Président, bienvenue encore. Merci. Nous sommes à l'étape du contentieux depuis le 1er juillet dernier, Oui. et on arrivera au final à l'affichage de la liste définitive. Mais entre les deux, il y a plusieurs étapes. Dites-nous, quelles sont les différentes étapes depuis justement l'inscription sur la liste électorale jusqu'à l'affichage définitif? Alors, je voudrais, si vous permettez, Monsieur Diaby, dire ceci. Vous savez, quand la commission électorale se prête au jeu qui consiste à répondre aux différentes questions relatives à l'opération de la révision de la liste électorale, c'est pour répondre à l'une de ces préoccupations qui est insérée dans la loi portant organisation de la commission électorale indépendante, qui dit ceci, que la commission électorale indépendante, au-delà de la formation et de l'instruction, se charge de sensibiliser la population. C'est ce qui justifie que nous soyons sur votre plateau. Il n'est point question de participer à une joute oratoire qui va ennuyer plus d'un. Ce n'est pas ça l'objectif. Nous venons parce que quand nous avons pris fonction, il nous a été dit que la commission, par le passé, avait péché par le manque de communication. C'est fort de cela que nous avons donc décidé de prendre notre bâton de pèlerin, conformément à nos attributions dont j'ai fait cas tout à l'heure, pour venir sur tous les plateaux, animer un peu
tout ce qui peut justifier la compréhension de notre activité, c'est-à-dire des opérations électorales. Ceci étant dit, c'est l'article 6. Je ne vais pas vous embêter cette fois-ci avec autant de tests, mais je parle beaucoup des différentes dispositions pour que les uns et les autres sachent que rien ne se fait de tête. Tout est encadré, soit par la loi, le code électoral, soit par le décret qui applique le code électoral, et certainement par les accords politiques. Alors, vous savez, il n'y a pas d'élection sans électeurs. Et on a la qualité d'électeur que lorsqu'on est inscrit sur la liste électorale. Et cette inscription doit se faire conformément aux dispositions du code électoral. C'est ainsi que l'article 6 du code électoral prescrit que la liste électorale est un document administratif qui a un caractère permanent et public et qui est mise à jour annuellement en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral, c'est-à-dire la population. Alors, c'est ce qu'on appelle la révision de la liste électorale, c'est-à-dire la mise à jour de la liste électorale qui se fait à travers la révision de la liste électorale. Et l'article 11 vient dire alors que la période d'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités d'application pratique sont déterminées par un décret qui fixe ces modalités sur proposition de la commission électorale indépendante. Donc voilà les deux normes qui vont encadrer notre débat ce soir, c'est-à-dire le code électoral ainsi que le décret. Alors que dit le décret? Le décret dit que la révision de la liste électorale consiste à 3 éléments. D'abord, actualiser les données personnelles des électeurs. Ensuite, inscrire les nouveaux électeurs. Et enfin, radier les personnes qui sont décédées, celles qui ont perdu leur qualité d'électeur ou celles qui ont perdu cette qualité à travers une décision d'une autorité compétente ou celles qui sont inscrites sur la liste électorale indûment. Voilà les 3 activités. Et l'article 9 de ce décret vient dire ceci. C'est la commission électorale qui détermine la procédure de la révision à travers 4 éléments: la collecte des données, le traitement des données, l'affichage de la liste électorale provisoire et le contentieux. Alors, la collecte des données, et conformément à ce que nous avons dit tout à l'heure, le citoyen qui est déjà inscrit sur la liste électorale, qui a connu des modifications dans son statut, soit parce qu'il a changé de lieu d'habitation, soit parce qu'il a fait une adjonction de nom, pour ce qui est des dames, soit parce que s'étant inscrite sous le nom de jeune fille désormais mariée sollicite donc que cette modification apparaisse dans la mention de son nom sur la liste électorale, peuvent, à l'occasion de la révision de la liste électorale, saisir la commission. Ça, c'est la première donnée. La deuxième donnée concerne ceux qui ne sont même pas sur la liste électorale. Et ça concerne aussi bien les jeunes comme les vieux, c'est-à-dire les jeunes majeurs, il faut avoir 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques, est ivoirien, et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Ceci ressortit des dispositions de l'article 3. Alors, vous arrivez à notre guichet et puis vous produisez soit votre carte nationale d'identité ou à défaut, une attestation d'identité avec un certificat de nationalité, ainsi de suite. Les dispositions sont claires là-dessus. Vous produisez ces documents et vous renseignez le document, c'est-à-dire l'imprimer. Il est bon de préciser, M. Diaby, qu'il s'agit d'une demande. C'est une demande d'inscription. Vous venez demander à la commission électorale de vous inscrire sur la liste électorale. Donc, ce que vous faites au guichet, c'est une demande que vous faites. D'accord. Et le troisième élément, c'est la radiation des personnes qui sont décédées. Voilà ce qui constitue la première étape, la collecte des données. La deuxième étape va consister pour la commission maintenant, par rapport aux données qui ont été collectées, de vérifier si la demande est conforme à la loi. Alors, celui qui est venu dire « je veux rectifier mon nom », parce que désormais, au lieu de m'appeler Koulibaly, je m'appelle Koulibaly Kubière, il faut qu'il rapporte la preuve de la décision qui le constate. Ce faisant, nous regardons si cette décision est authentique, automatiquement, nous faisons droit à sa requête qui consiste à faire la jonction, à modifier son nom sur la liste électorale. Ou bien, la personne décide de changer de lieu de vote. Et dans ce cas,
automatiquement, la commission lui demande l'attestation qui justifie le nouveau domicile. Parce que c'est ce que la loi dit. Il faut, pour celui qui s'inscrit, qui est déjà inscrit sur la liste électorale, qui veut changer de lieu, il faut que vous rapportiez la preuve que là où vous partez, vous y résidez, ou à défaut, vous êtes domicilié là-bas, ou bien vous payez les impôts plus de 5 fois là-bas. Et quand vous faites cela, nous regardons, est-ce que ce qu'il a demandé est conforme à la loi? Oui, nous l'inscrivons. Nous faisons droit à sa requête. C'est la même chose pour celui qui vient demander une inscription. C'est la même chose, on lui demande, on regarde le document, a-t-il produit quoi? Est-il ivoirien? Oui. A-t-il 18 ans? Oui. Jouit-il de ses droits civils et politiques? Pour cela, la commission, pour avoir la réponse à cette question, écrit au ministère de la Justice. D'accord. Département ministériel qui est en charge de déchoir les gens de leurs droits civils et politiques à l'occasion de condamnation de justice. Alors, la liste, le ministère de la Justice nous donne une liste sur laquelle se trouvent toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Pouvoir n'est pas reconnu à la commission électorale d'apprécier cette liste. Il est bon de le dire. Le ministère de la Justice nous donne une liste et nous regardons si sur cette liste, il y a des électeurs. Automatiquement, nous les sortons. Et pour mémoire, le ministère de la Justice nous a donné une liste comprenant 11 000 personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Et parmi ces 11 000 personnes, il y a 517 qui se trouvent sur la liste électorale. Conséquence, nous les avons sortis. Nous adressons une correspondance également au ministère de l'Intérieur, département ministériel qui est en charge de l'état civil, où l'on déclare les décès, puisque la loi dit qu'il faut radier de la liste électorale les personnes qui sont décédées. Nous faisons la même opération et nous sortons toutes les personnes dont la déclaration est portée à la connaissance de l'officier de l'état civil et qui nous est transmis. Nous ne distinguons pas parmi les morts. La liste, si vous êtes sur la liste, ça veut dire que vous êtes décédé et automatiquement, nous vous radions de la liste électorale. Et après, nous présentons ce travail à la population qui se fait à travers l'affichage de la liste électorale provisoire. Le caractère provisoire vient de ce que on peut remettre en cause la décision de la commission électorale indépendante. Voilà pourquoi l'article 12 dit tout électeur inscrit sur la liste de la circonscription concernée peut demander l'inscription d'une personne omise, c'est-à-dire au moment du traitement. La personne a le droit d'être sur la liste électorale. La commission électorale n'a pas respecté cette règle. Automatiquement, tout citoyen peut demander l'inscription de cette personne, à commencer par l'intéressé lui-même. Ensuite, il y a l'hypothèse où il est reconnu la possibilité au citoyen, l'électeur, de demander la radiation des personnes qui sont décédées pour venir en complément du travail fait par la commission électorale au moment du traitement. Alors, c'est ce qui s'est fait. Quand on a fini d'afficher, la population vient regarder et on va au contentieux. Le contentieux qui s'est défini donc comme étant la procédure en vertu de laquelle le citoyen vient soumettre à la commission électorale indépendante des irrégularités et omissions afin de trouver des solutions. Et après l'étape du contentieux, on passe à l'élaboration de la liste définitive. Tout à fait. Voilà. Qui intervient à peu près 10 jours de contentieux et à peu près 1 mois après tout cela, parce que vous devez d'abord voir, ensuite... Alors, il est bon de préciser, parce que le contentieux, il est plus complexe que ça. Tout à fait. On définit 10 jours, mais ce n'est pas que 10 jours, 10 jours... Voilà. Alors, quand on a affiché la liste électorale, le citoyen, l'électeur, a dit, tout citoyen peut d'ailleurs venir consulter. Ils ont 10 jours pour faire leurs observations. J'avais saisi la commission électorale indépendante pour demander la rectification de mon nom. J'avais saisi la commission électorale indépendante pour changer de lieu de vote. J'avais saisi la commission électorale indépendante pour faire la jonction de mon nom contenu dans la décision qui l'atteste. Est-ce que ça a été fait? Non. Je vais au contentieux. D'accord. Nous allons revenir en détail sur tous ces aspects, tout ce qui peut être contenu dans le contentieux, dans l'étape du contentieux. Et on ne peut s'inscrire qu'une seule fois sur la liste. Ah oui. Oui, c'est l'article 7. Alors, on m'a toujours posé cette question. Est-ce que le citoyen ne peut pas venir s'inscrire plusieurs fois? Non. D'abord parce que, quand vous arrivez, l'article 7 dit ceci. La liste électorale contient les éléments d'identification. À savoir, il y en a 13 éléments. Le numéro d'ordre,
Premier point. Le deuxième, le numéro d'enregistrement unique. Ça veut dire que quand vous venez pour la première fois vous inscrire sur la liste électorale, on vous affecte un numéro d'enregistrement unique. Et par la suite, vous renseignez 2 bases de données. La première base de données, ça s'appelle la base de données alphanumérique. Vous donnez donc votre nom et prénom, votre date et lieu de naissance, le sexe, la profession, le domicile, le nom et prénom de votre père, le lieu et date de naissance de votre père, le nom et prénom de votre mère, la date et le lieu de naissance de votre maman. Et puis ensuite, on vous fait la photo et on prend votre empreinte digitale. C'est la deuxième base de données qu'on appelle la base de données biométrique. Ce sont ces 2 bases de données qui constituent les données de l'électeur. Alors, il est établi dans l'ordre international en matière électorale que les données biométriques sont les plus fiables parce que chaque individu a son iris et puis ses empreintes digitales uniques. D'accord. Donc, c'est pour cette raison que quand vous venez vous inscrire, vous n'avez pas besoin de revenir. Parce que, vous me permettez, l'inscription sur la liste électorale peut être affectée de 2 façons. Soit parce que vous cessez d'être un sujet de droit. Et donc, vous cessez d'être un électeur parce que vous êtes décédé, automatiquement, vous sortez définitivement de la liste électorale. C'est ce qu'on appelle la radiation définitive. Mais il se peut faire qu'à l'occasion de votre vie, vous commettez une infraction ou tout événement qui fait que vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. Dans ce cas, vous êtes radié de la liste momentanément ou temporairement. Et dans ce cas, on vous sort de la liste, mais on garde vos données. Lorsque l'événement qui justifie la déchéance des droits civils et politiques disparaît, soit parce que l'infraction qui a été à la base de cette déchéance est amnistiée, ou bien vous avez exécuté la peine qui vous a été infligée en ce moment, vous revenez, ça s'appelle la réhabilitation, vous revenez saisir la commission, et dans ce cas, la commission vous remet sur la liste électorale. Vous n'avez point besoin de vous inscrire à nouveau, puisque vous avez votre numéro d'enregistrement unique. D'accord. Monsieur le Président, je l'entends bien. J'ai envie de comprendre. L'inscription est de droit. Oui. Qu'est-ce à dire? Là, c'est l'article 5 qui l'évoque. Cela peut-il vouloir dire que quiconque se présente aux agents recenseurs pour faire sa demande, oui, la demande doit lui être accordée, il doit être inscrit tout de suite sur la liste? Non, ce n'est pas ce que la loi dit. L'inscription est de droit. L'inscription de droit signifie qu'il faut satisfaire aux conditions prévues par la loi. Ça veut dire, et c'est l'article 9 qui le dit, tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription de son choix, à condition d'y être domicilié, à défaut d'y être résident, à défaut avoir sa résidence fiscale. Voilà ce que la loi dit. Donc, l'inscription est précédée nécessairement à la satisfaction des conditions prévues par l'article 3, qui dit, pour être inscrit, il faut être ivoirien, il faut être âgé de 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité. C'est ce après quoi on vous inscrit. Alors, le caractère de droit de l'inscription vient de ce que, lorsque vous remplissez les conditions prescrites par la loi, l'organe en charge de vous inscrire n'a plus le choix. L'organe est obligé de vous inscrire. Par contre, quand l'inscription est d'office, dans ce cas, l'organe n'apprécie même pas, l'inscription se fait sans condition préalable. Or, l'article 5 dit quoi? Que l'inscription est de droit. Ça veut dire, conformément à l'article 9, tout Ivoirien qui remplit les conditions pour être électeur peut s'inscrire sur la liste électorale. Donc, la satisfaction des conditions est préalable à l'inscription. Voilà pourquoi l'inscription de droit ne signifie pas. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de mes propos qu'il faut, quand vous vous présentez, c'est une simple demande que vous faites. Et nous allons regarder si cette demande, vous remplissez les conditions pour bénéficier de votre inscription sur la liste électorale. Donc l'inscription de droit nécessite préalablement qu'il faut satisfaire les conditions prévues par la loi. L'inscription d'office aurait pu signifier le contraire. Oui, l'inscription d'office, c'est celle-là qui se fait sans condition préalable. D'accord. Question directe, Monsieur le Président. Ils sont nombreux, hein, c'est sûr, mais le cas le plus emblématique, le plus problématique, c'est celui-ci. Pourquoi le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale? Bon, cette question me dérange. Parce qu'on a l'impression qu'on s'acharne sur le président Gbagbo. Je l'ai dit, hein, ils sont nombreux dans le cas. Voilà. Mais ils sont 11 000. Oui.
qui sont déchus de leurs droits civils et politiques et 517 se trouvent sur la liste électorale. Nous, quand nous radions les citoyens de la liste électorale parce que déchus de leurs droits civils et politiques, nous ne regardons pas le statut. Nous regardons ceux qui sont sur la liste qui nous a été remise par le ministère de la Justice. D'accord, mis à part le statut, qu'est-ce qui a disqualifié le président Laurent Gbagbo? Mais le président Laurent Gbagbo était sur la liste des personnes 11 000... qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Tout simplement. Tout simplement. Si vous voyez que souvent j'explique, c'est pour permettre la compréhension de pourquoi il s'est retrouvé. C'est parce que la décision de justice qui le condamne est devenue définitive. Et c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé sur la liste. C'est cette explication que je donne. Mais pour être plus simple, parce que ce sont des subtilités juridiques qui peuvent échapper au commun des mortels, dès qu'on nous donne la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, point besoin de vérifier quoi que ce soit, nous nous exécutons. De la même façon que l'officier de l'état civil nous dit, voilà les personnes qui sont décédées, nous les radions parce que c'est l'officier de l'état civil qui reçoit les déclarations de décès des personnes décédées. Donc vous comprenez que quand c'est comme ça, nous radions. On a radié 517 personnes. Voilà. Qui étaient sur la liste parmi les 11 000 voilà. qu'on vous a communiqué. Voilà. D'accord, on avait dit quelque part que vous aviez préjugé. Oui, mais voyez-vous, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que le président Cubier, assis dans son bureau, certainement sirotant quelque chose que je ne saurais dire ici le nom, s'autorise à radier les personnes sur la liste électorale de son propre mouvement. Mais non, lorsque la liste nous provient du ministère de la Justice, au cours du traitement, nous soumettons à l'Assemblée générale de la commission électorale indépendante. Nous projetons sur un tableau. Tous les 18 commissaires sont là, y compris ceux qui ont été désignés par les soins de ceux qui nous attaquent. On est tous là. Et nous regardons tous ceux qui sont sur la liste électorale, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont rejetés et le motif connu, ceux qui sont radiés, le motif connu, et ce après quoi nous procédons à la délibération. L'opposition, Monsieur le Président, a parlé d'une machine qui aurait pour rôle de rejeter systématiquement des personnes. Est-ce que des personnes indésirables qui ne doivent pas être inscrites sur la liste, est-ce que cette machine existe? Non. Ok. Ce n'est pas chez nous. D'accord. S'ils font la confusion avec la tablette biométrique, ça, c'est le jour du vote. Et la tablette biométrique comprend la liste de tous ceux qui sont sur la liste électorale. Quand vous arrivez, vous mettez votre doigt dans la tablette biométrique et automatiquement, la tablette vous dit si vous êtes sur la liste ou non. Mais au moment de l'enrôlement, il n'y a pas une tablette. Ou bien il y a une tablette, mais c'est après. Vous venez pour la première fois, vous venez vous inscrire, vous déposez. Alors, nous, on met une petite tablette. Si c'est de ça qu'il parle, on met une petite tablette à côté parce que certains de nos concitoyens, parce que inscrits, mais depuis longtemps, croient que la durée dans le temps les radie de la liste de fait. Donc, ils viennent s'inscrire à nouveau. Alors, pour éviter les doubles inscriptions, nous vérifions si ces personnes-là sont sur la liste électorale. Si elles sont sur la liste électorale, on dit non, vous êtes déjà sur la liste électorale, il n'est point besoin pour vous de venir vous inscrire à nouveau. Maintenant, si vous n'êtes pas sur la liste électorale parce que cela ne transparaît pas dans la tablette biométrique, automatiquement, la demande est acceptée et puis on examine votre demande à l'aune de la loi qui dit qu'il faut satisfaire aux conditions avant d'être inscrit sur la liste électorale. Et cette question qui revient, c'est pourquoi les agents recenseurs ont accepté de recevoir le président Laurent Gbagbo et lui ont permis de procéder à l'opération? Mais parce que c'est une demande. Ils ne peuvent pas refouler un citoyen qui vient faire une demande. Ce n'est pas l'enrôlement proprement dit, c'est une demande d'inscription sur la liste électorale. Voilà. Eux, ils sont obligés de recevoir tout le monde. Bien entendu, et à l'occasion du traitement, on vérifie maintenant si la demande est fondée, qui s'est faite à l'aune de la loi. C'est pour cette raison. Mais la demande, c'est parce qu'en fait, ils font la confusion entre l'inscription d'office et l'inscription de droit. Voilà. Il fait une demande. Je souhaite m'inscrire sur la liste électorale. Il ne devrait même pas le faire, puisque depuis 2020, il est radié de la liste électorale et le motif qui justifie sa radiation n'est pas levé encore jusqu'à preuve du contraire. Mais il est venu. Bon, on suppose que c'est parce qu'il ne savait pas. Bon, il est venu et il fait sa demande. Mais nous sommes polis. Et c'est comme ça que ça doit être fait. Tout citoyen peut venir faire la demande. Mais est-ce que vous avez fait, quand vous faites la demande, on l'accepte forcément? Mais la demande n'est acceptée que lorsque vous respectez
les conditions prévues par la loi. Voilà qui nous amène à la deuxième partie de cette émission, le traitement de la liste électorale. Vous y aviez mis un petit peu le pied déjà, mais nous allons y revenir donc de façon plus précise maintenant. Monsieur le Président, à quel moment précis se fait la radiation d'une personne? La radiation d'une personne se fait à 2 niveaux. Pendant le traitement, lorsque le ministère de la Justice nous donne la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, lorsque le ministère de l'Intérieur nous donne la liste des personnes qui sont décédées, automatiquement, au cours du traitement, nous procédons à la radiation de ces personnes. Et puis, nous publions la liste électorale provisoire. Si vous considérez que vous ne méritez pas d'être radié, vous demandez l'inscription de la personne. C'est ainsi que l'article 12 dit « Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription concernée peut demander l'inscription d'une personne omise. » Maintenant, si vous méritez d'être radié et que la commission électorale, dans le traitement, c'est mépris, vous a laissé sur la liste électorale, l'article 12 dit « Tout électeur peut demander la radiation de toute personne décédée, déchus de leurs droits civils et politiques ou indûment inscrites sur la liste électorale. » Voilà comment le travail se fait. C'est pour cette raison nous mettons un point d'honneur à inviter la population à venir consulter la liste électorale, à l'effet pour celle-ci d'y déceler les irrégularités et omissions, pour que, au contentieux, celle-ci puisse être réglée. Voilà tout le sens. D'accord. On a parlé quelque part d'une décision de justice, une décision qui justifierait le retrait du président, le retrait de ses droits civils et politiques. Est-ce que vous l'avez vu, vous, Monsieur le Président? Est-ce que vos yeux l'ont vu? Parce que vous dites que le nom du président était juste inscrit sur la liste électorale. C'est seulement ça qui justifie, vous venez de le dire. Mais est-ce que cette décision, quand même, parce qu'on entend dire qu'elle n'existe pas et tout ça, est-ce que vous, CEI, Commission électorale indépendante, vous pouvez nous dire ce soir que vous l'avez vu et que cette décision, elle est bel et bien sur la place? Alors, cette question nécessite de ma part 2 réponses. Légalement parlant, je ne suis pas tenu de l'avoir, cette décision. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, la correspondance du ministère de la Justice attestant des personnes déchues de leurs droits civils et politiques fait foi. Donc pour moi, je n'ai pas besoin de voir la décision. Et pendant que nous y sommes, lorsque le ministère de l'Intérieur me donne la liste des personnes décédées, je vais demander à ce qu'on m'amène des dépouilles chaudes pour l'attester? Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. En plus de cela, j'ai bel et bien vu cette décision. C'est pour cette raison que nous prenons toujours soin, autant que faire se peut, quand on constate qu'il y a des contestations qui peuvent venir de part et d'autre, pour nous assurer de ce que cette décision existe bel et bien et qu'elle est devenue définitive. Donc, je dis, non seulement je ne suis pas tenu légalement de voir la décision parce que la correspondance de monsieur le garde des Sceaux fait foi jusqu'à inscription de faux, mais en plus de cela, j'ai vu la décision. Voilà, elle est devenue définitive. Voilà. D'accord, voilà donc qui est dit. Est-ce qu'il y a une quelconque possibilité que les noms de personnes radiées, notamment du président Laurent Gbagbo, se retrouvent à nouveau sur la liste électorale? Ah oui, bien sûr. Il y a 2 cas. L'événement qui a justifié la déchéance, c'est une infraction. Tout à fait. Si cette infraction est amnistiée, mais il devient neuf. Il devient un homme qui n'a pas commis d'infraction. Il peut venir sur la liste électorale. Deuxième hypothèse, si l'infraction n'est pas amnistiée et qu'il exécute sa peine, il est réhabilité à la fin de l'exécution de sa peine et il demande son inscription sur la liste électorale. Voilà les 2 hypothèses qui sont prévues par la loi. D'accord. Qu'est-ce qui explique, Monsieur le Président, que d'autres personnes soient inscrites sur cette liste provisoire alors qu'elles étaient presque dans la même situation que le président Laurent Gbagbo? Mais d'abord, parce que ces personnes ne se trouvaient pas sur la liste du ministère de la Justice. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ils ne sont pas devant nous ici, le ministère de la Justice, pourquoi des personnes qui auraient commis les mêmes crimes que le président Laurent Gbagbo ou d'autres personnes ne sont pas sur cette liste?
Mais certainement, ça c'est une explication du juriste que je suis, que je donne. Certainement, ces personnes ont exercé des voies de recours. Lorsque les voies de recours sont exercées, automatiquement, la décision sur la base de laquelle on vous a déchu de vos droits civils n'est pas devenue définitive. On ne peut pas vous retirer vos droits. Voilà pourquoi nous avons des bureaux de vote à la MACA. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont condamnés, mais où la condamnation n'est pas devenue définitive. Mais dans tous les cas, moi je m'en tiens à la liste que le ministère de la Justice m'a donnée. Si le ministère m'a donné une liste sur laquelle ne sont pas certaines personnes qui se retrouvent être dans la même situation que d'autres, mais ça ne semble pas être ma préoccupation. Parce que le défi pour la commission électorale indépendante, c'est d'avoir la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Nous, on ne juge pas. C'est pour cette raison que je comprends difficilement la hargne que les uns et les autres ont contre la commission électorale et particulièrement contre le président de la commission électorale. Ce n'est pas nous qui avons jugé Gbagbo. Le président Gbagbo, il a été jugé en amont. Nous, on ne fait que tirer les effets attachés au jugement, à la décision de condamnation. D'accord. Vous voyez? Donc ce n'est pas nous qui avons jugé le président Gbagbo. La commission dit, est-ce que vous pouvez me donner la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques? On me donne la liste, mais automatiquement on en tire les conséquences. Est-ce que vous pouvez me donner la liste des personnes qui sont décédées? On me donne la liste, on en tire les conséquences. C'est tout ce que nous on fait. D'accord. Voilà, si vous n'êtes pas sur cette liste, on ne vous radiera pas. Mais si vous êtes sur cette liste, on va vous radier. Et si vous considérez que vous êtes indûment sur la liste électorale, vous avez la possibilité de remettre en cause la décision de la commission. En faisant quoi? Au cours du contentieux, vous venez. Mais moi, je ne comprends pas. Je suis jugé, certes, mais j'ai exercé des voies de recours. Je ne sais pas pourquoi je suis sur la liste électorale. Je ne suis pas sur la liste électorale. Vous en apportez la preuve et... Voilà, j'ai été jugé, voilà mon certificat d'appel ou voilà mon certificat de pourvoi en cassation. Une attestation. Alors, fort de cela, si la commission reste sur sa position, vous saisissez le tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal de votre lieu d'enrôlement. Pour dire au tribunal, mais monsieur du tribunal, je ne comprends pas la commission électorale indépendante. C'est vrai, j'ai été jugé, mais ma décision qui me condamne là n'est pas devenue définitive au point de mes deux choix, de mes droits civils et politiques. Et automatiquement, si le tribunal fait droit, injonction est faite à la commission électorale de vous mettre sur la liste électorale. Mais dans le cas de monsieur le président Gbagbo, mais cet exercice a été fait en 2020. Quand le président Gbagbo n'était pas sur la liste électorale, ses avocats ont saisi la commission électorale en 2020. Et nous leur avons dit, nous l'avons radié parce qu'il n'était pas sur la liste électorale. Il était sur la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Ils disent non, nous ne sommes pas d'accord parce que cette décision ne nous a pas été signifiée, donc nous considérons que cette décision n'est pas devenue définitive. Ils ont saisi le tribunal a confirmé. Voilà pourquoi le président Gbagbo est toujours radié. Vous venez de dire que vous avez vu la décision et qu'elle est définitive. Eux prétendent qu'ils ne l'ont pas reçue, cela ne leur a pas été signifié. Comment la décision peut devenir définitive sans au préalable avoir été signifiée aux concernés? Bon, voyez-vous, ce n'est pas une question à moins poser. D'accord. Monsieur le Président... C'est le ministère de la Justice. Tout à fait. On a parlé donc de décision pénale. Cette fois, j'en viens à la décision administrative de la radiation. Elle a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour africaine et cette Cour a demandé la réintégration du président Laurent Gbagbo. Cette réintégration, cette je vais dire décision de la Cour africaine est-elle irrecevable? Non, ne posez pas le problème en termes de recevabilité ou d'irrecevabilité. Non, nous n'en sommes pas là. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision ordonnant à la commission électorale de réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale. Mais la commission électorale indépendante n'est pas partie au protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme. Dans l'ordre international, lorsqu'une juridiction internationale rend une décision, une juridiction à caractère public rend une décision de ce genre, on notifie à l'État qui est parti. Et l'État qui est parti prend des mesures nationales qu'on appelle la domestication de la décision internationale. Il faut domestiquer la décision, c'est-à-dire la rendre applicable sur le territoire national. Ce qui va nécessiter, de la part de l'État qui est condamné, des mesures telles que des mesures d'ordre administratif, constitutionnel, politique
ou même juridictionnelle. Vous comprenez, c'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe. L'article 12 dit qu'en matière de contentieux de la liste électorale, les décisions rendues par le tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. C'est le 7e alinéa de cet article. Ce faisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision, quand le tribunal a rendu sa décision, en principe, on ne peut pas remettre cette décision en cause. C'est ce qui s'est passé en 2020. Et il se trouve que l'une des parties à ce procès a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Et la Cour africaine des droits de l'homme a donné raison, leur a donné raison, ordonnant à la commission de l'inscrire. Ça fait deux situations contradictoires. Tout à fait. La décision ne peut pas être remise en cause, on demande la réinscription. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement qu'il faut modifier cette disposition interne qui consiste à dire que la décision n'est pas susceptible de voie de recours. Pour vous expliquer mieux, M. Diaby, c'est comme dans un village, il y a plusieurs familles. C'est plusieurs familles qui constituent le village. Et puis, un des chefs de famille dit aux membres de sa famille, « Je suis le chef de cette famille. Je vais légiférer quant à la conduite de notre famille. Désormais, si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. Et cette décision est irrévocable. » Et puis un événement arrive. Et le chef de famille dit non. Il répond à l'événement non. Et puis le chef du village dit il faut répondre oui. Il prend le contre-pied du chef du village, du chef de famille. Alors, que va faire le chef de famille? Le chef de famille, pour ne pas qu'il ait honte devant les membres de sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas perdre la face, il va dire je vous avais dit que si je dis non, c'est non. Si je dis oui, c'est oui, à condition que la décision du chef ne soit pas contraire. C'est en ce moment que la décision du chef va s'appliquer à la famille. C'est la même chose au niveau de l'État. Si la décision de l'État dit, la loi de l'État dit, les décisions ne sont pas susceptibles de voie de recours, c'est fini. Maintenant, s'il y a une décision venant d'une instance juridictionnelle étrangère à laquelle est parti notre État, automatiquement, il appartient à l'État de domestiquer cette décision, c'est-à-dire de la rendre applicable sur le territoire. C'est là qu'intervient l'exéquature. Voilà, ça c'est en matière judiciaire. Et l'exéquature consiste donc à faire revêtir à une décision judiciaire internationale. Et la rendre exécutoire. Voilà, la rendre exécutoire sur le territoire national. Alors, j'ai entendu dire que l'article 123 de la Constitution... Tout à fait. Cet article de la Constitution qui dit oui. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Oui, mais cet article parle de l'ordonnancement juridique, la hiérarchie qu'il y a entre les normes. Il ne se pose pas le problème de l'application. Ce dont il est question, c'est de l'application d'une décision émanant d'un protocole d'accord. Parce que le protocole institue la Cour et la Cour a pris une décision qui est contraire. Donc, il s'agit de l'application de la décision de la Cour. Il ne s'agit pas du protocole, sinon il n'y a point de doute là-dessus. Le protocole se trouve dans l'ordonnancement juridique au niveau le plus haut. Parce que, conformément à l'article 123, les accords et traités ont une autorité supérieure à celle des lois dès lors qu'elles sont ratifiées. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce dont il est question, c'est l'application de la décision de la Cour qui est l'émanation du protocole. Est-ce que cette disposition peut s'appliquer? Oui, elle peut s'appliquer à condition que l'État prenne des mesures nationales pour domestiquer cette décision qui vient contredire nos normes internes. C'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est à l'État donc de le faire. Est-ce que la CEI qui est... Alors c'est là que j'allais conclure pour dire que la CEI, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reçu de la part de l'État toute décision lui enjoignant d'exécuter cette décision. Est-ce que la CEI, vous qui êtes garant de la stabilité, de la bonne marche des élections, le bon déroulement des élections, est-ce que vous ne pouvez pas faire le pas vers l'État
Pour faire quoi? Pour en parler, justement, vu que ça fait beaucoup polémique, ça fait débat. Est-ce que vous pouvez leur poser la question pour qu'ils vous disent quelque chose au moins? Non, pourquoi vous voulez que j'aille voir l'État? C'est l'État qui s'est engagé à être membre du protocole, à être partie au protocole. Donc l'État, conformément à l'article 30 qui dit quoi? Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer à la décision rendue par la Cour et en assurer l'exécution. Pourquoi vous voulez que j'aille demander à l'État d'exécuter sa décision? Tout à fait, mais il y a aussi l'article 31 de la Cour africaine donc, qui stipule que quand l'État ne s'exécute pas, il y a d'ailleurs un rapport qui est fait en particulier des cas où l'État n'aura pas exécuté la décision de la Cour. Oui, alors quand, en fait, il n'y a pas de moyen de coercition vis-à-vis de l'État. Tout à fait. Alors quand c'est comme ça, l'article 31 du protocole dit que lorsque l'État qui est condamné ne s'exécute pas, la Cour africaine dresse un rapport Tout à fait. au chef qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Alors voyez-vous, M. Diaby, l'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. C'est ça que je dis aux uns et aux autres. Donc cette situation peut être réglée de façon politique. Mais c'est pour cette raison que la Cour, face à son impuissance en ce qui concerne l'exécution de la décision qu'elle a rendue, rend compte aux chefs d'État qui l'ont créée pour dire, bon, voilà la situation. Et les chefs d'État, politiquement, vont régler cette situation. Alors pourquoi alors on prend la commission électorale en grippe? Nous, on n'a rien à voir dans ça. Tout à fait. On n'est pas parti à ce protocole. En tout cas, les partisans de l'opposition, d'un parti de l'opposition, le PPACI, ont dernièrement fait des réclamations. Est-ce que la règle, est-ce que déjà la démarche est légale et avec quelle possibilité de résultat? Mais c'est ce que le code électoral prescrit. Voyez-vous, l'article 12 dit ceci, que lorsqu'on a fini d'afficher la liste électorale provisoire, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription concernée peut demander à la commission électorale d'inscrire une personne que la commission a omise sur la liste électorale. Ou bien demander la radiation d'une personne. Donc, il appartient aux partis politiques, aux citoyens électeurs, de venir demander la radiation. Et c'est pour moi l'occasion ici, M. Diaby, de dire quelles sont les personnes qui peuvent faire des réclamations devant la commission électorale dans le cadre du contentieux. Quatre personnes. La première, l'intéressé. L'intéressé lui-même, qui a un intérêt au débat. Oui. Là, vous êtes en train de mettre le pied dans la troisième partie. Nous allons donc y aller directement. Mais avant, Monsieur le Président, la question donc du contentieux. Avant d'entamer ce chapitre, on va donner la parole aux Ivoiriens. Il y a notre reporter Davis Oyo. Vous connaissez Davis Oyo? Non, je n'ai pas l'honneur. Je vais vous le présenter. C'est l'un de nos plus réactifs reporters ici. Il a promené son micro dans les rues d'Abidjan. Il a recueilli les avis des populations sur une question précise. Qu'attend-elle du contentieux et de la CEI? Suivant Monsieur le Président. Et puis après, on revient pour en parler. D'accord. Je souhaite que la CEI essaie de prolonger un peu le délai de 12 jours, par exemple. Parce que bon, comme ça, vraiment, comme on n'a pas assez de temps pour aller vérifier, est-ce que réellement nous sommes encore, peut-être si la liste, le temps de vérifier pour voir. Mais les 10 jours sont un peu courts, quoi, s'ils pouvaient essayer de prolonger pour voir, voilà, pour que vraiment le maximum de personnes soient sur la liste. Je demande à la CEI s'il y a des possibilités pour pouvoir instaurer tout le monde. C'est mon souhait le plus ardent. Que sinon, je ne souhaite pas de troubles en ce moment. Et je demande à M. Laurent Gbagbo qu'il a des moyens de recours. On est dans un état de droit, donc il peut faire ce qu'il a à faire le mieux. Je pense que ceux qui sont frappés par la procédure judiciaire, la CEI vont tenir compte. Par contre, ceux qui ont des erreurs au niveau de leur nom ou bien au niveau de leur date de naissance, je pense que la CEI doit revoir cela pour pouvoir insérer ces personnes dans la liste électorale. Maintenant, ces personnes qui sont frappées par la procédure judiciaire, bon, là, la CEI s'appuie sur ces tests pour pouvoir donner une décision favorable. Donc la CEI a tranché. Je pense que la CEI vraiment suit ces tests. Quand du PPACI a fait des réclamations, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'erreurs au niveau des listes. Et le président de la CEI est venu donner des réponses. Voilà, nous pensons que vraiment il y a de quoi s'inquiéter vraiment. Si vraiment effectivement les personnes décédées refont surface sur les différentes listes, il y a de quoi s'inquiéter. Nous demandons à
au président de vraiment faire les dépouillements, de vraiment retirer les personnes décédées, les personnes vraiment qui ne doivent pas figurer sur la liste. La CEI doit vraiment être neutre, pas de parti pris, pour éviter toutes sortes de désordres. Et quand c'est comme ça, tout peut aller bien bon. Parce que quand il y a des personnes, les noms des personnes sont décédées, les noms figurent, ou des personnes qui ne sont pas à l'âge des choses, les noms figurent. Là, quand des partis politiques se plaignent, bon, moi je propose que la CEI prenne compte de ce que les partis politiques d'opposition qui prennent compte, ne pas qu'on rentre dans des choses encore plus graves. Il faut que la CEI, effectivement, pour apaiser le climat, lise les tests. Ce que dit concrètement la Constitution, et c'est ce qui doit être effectivement appliqué. Monsieur le Président, voilà un peu moins d'une semaine que le contentieux est ouvert. Est-ce que ça va? Il y a du monde qui arrive, il y a de l'engouement? Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il explique? Ben, je ne sais pas. Nous avons affiché la liste électorale provisoire sur toute l'étendue du territoire. Au dit de certains, ce serait une liste qui serait impropre à l'usage auquel on la destine. Et pourtant, ils y ont découvert des irrégularités et pourtant, ils ne viennent pas à nos guichets. Est-ce que vous savez aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est depuis le 1er juin que le contentieux est ouvert. On n'a même pas atteint 1% des réclamants. 1% des réclamants. En réalité, vous dites qu'il y a des irrégularités sur la liste électorale, vous dites qu'il y a des omissions qui sont sur la liste électorale, mais la loi vous donne l'occasion de venir devant la commission électorale pour porter devant celle-ci les irrégularités pour qu'elle puisse les corriger. Jusqu'à présent, on n'a même pas encore atteint 1%. C'est pour cette raison que je dis chaque fois que l'occasion m'est donnée, est-ce qu'en réalité, ce n'est pas du dilatoire? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes irrégularités qu'on constate depuis longtemps? Oui, ce sont des irrégularités. Mais personne ne vient faire la preuve de ces irrégularités devant la commission. C'est l'occasion qui est toute trouvée là. Ah, je vous dis que nous n'avons même pas encore 1% des réclamants. Alors qu'il y a 4 catégories de personnes qui peuvent faire la réclamation. La première, c'est l'intéressé lui-même, qui vient, qui dit, mais je vous avais demandé de rectifier mon nom, je vous ai dit que je voulais changer de lieu de vote, vous ne l'avez pas fait. Deuxième, c'est l'électeur. Mais je voudrais dire que des 4 personnalités là qui peuvent saisir la commission électorale, ces personnalités ont en commun la qualité d'électeur. Si vous n'êtes pas électeur, vous n'êtes pas un invité à la joute électorale. Voilà, il faut être électeur. Donc la deuxième catégorie, c'est l'électeur. Mais la qualité de l'électeur diffère selon l'objet. Si l'électeur demande l'inscription d'une personne omise sur la liste électorale, la loi requiert de lui comme condition d'être inscrit sur la liste électorale de la circonscription. Mais s'il demande la radiation, il n'a pas besoin d'être inscrit sur la liste électorale de la personne dont on demande la radiation. Donc c'est cette distinction qu'il faut bien faire. Ne peuvent demander l'inscription d'une personne omise sur la liste électorale que si vous êtes inscrit dans sur la liste électorale de la circonscription concernée. Vous pouvez demander la radiation dès que vous êtes électeur. Ça fait 3 personnes. Et la 4e personne, ce sont les membres de la commission électorale indépendante, organe en charge de l'organisation ou de l'élaboration de la liste électorale. Donc nous avons également ce droit. Et c'est l'article 12 qui le dit. Alors si vous permettez, puisque c'est pour cette raison que nous sommes... Vous allez nous donner maintenant le comment le requérant doit procéder et surtout devant quel organe. Mais avant, Monsieur le Président, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous répondez à cette question? Y a-t-il des irrégularités sur la liste provisoire? Mais toute vue humaine est imparfaite. Si le législateur lui-même il a prévu la possibilité de donner des voies de recours aux citoyens, c'est parce qu'il y a possibilité qu'il y ait des erreurs. Et si le législateur qualifie la liste de provisoire, c'est justement parce qu'il est possible de la remettre en cause. Sinon, il était loisible au législateur de dire que dès qu'on finit de faire le traitement, la liste qui sort, c'est la liste définitive. Mais parce qu'on veut une opération interactive, permettant aussi bien à la commission qu'aux citoyens électeurs de venir faire des remarques sur la liste électorale. C'est tout le sens. Parce que regardez, M. Diaby, quand vous lisez bien l'article 12, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Hein. On dit
l'électeur inscrit sur la liste électorale de la circonscription peut demander l'inscription d'une personne omise. Mais pour demander l'inscription d'une personne omise, il faut connaître la personne. Il faut avoir les papiers, conformément à l'article 3, qui dit que pour être inscrit, il faut être ivoirien, il faut être âgé de 18 ans, juge de ses droits civils et politiques. Vous croyez que tous les citoyens peuvent le faire pour tout le monde? Mais il faut être un parent de la personne dont vous demandez l'inscription. Ça veut dire quoi? Mais moi, je ne suis pas le parent de tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a une obligation qui pèse également sur tout le monde pour participer à l'élaboration de la liste électorale. Alors, j'ai entendu dire tout à l'heure dans l'élément, il faut que la commission électorale fasse preuve de mansuétude, certainement, mais ce n'est pas nous qui avons condamné le président Gbagbo. Nous ne faisons que tirer les conséquences. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que la commission peut faire? On ne peut rien faire, sauf si il y a d'autres voies qui ne sont pas les voies de droit. Et je vous ai déjà dit à l'entame de mes propos que la commission fonctionne sur deux bases, aussi bien la loi que les accords politiques. Voilà. Mais pour l'heure, le droit a montré ce qu'il a dans l'ordre des dispositions. C'est ce que nous faisons qu'appliquer. Par ailleurs, on nous dit, pour que la liste soit bonne, il faut qu'on l'expurge de tous les décès, les personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Mais moi, je veux bien. Mais je vous dis que c'est parce que, justement, nous sommes conscients de cela que nous demandons à ce que le ministère de l'Intérieur, en charge de l'état civil, nous donne la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que nous avons 3000 personnes dont le décès a été constaté. Et à l'occasion du contentieux, puisque l'article 12 autorise la commission électorale à radier les personnes quand on en a la preuve, alors ce droit-là, on va l'exécuter au cours. Et certainement, les personnes qui semblent être décédées et dont la preuve n'était pas encore établie à la commission électorale pour être radiée de la liste, ça sera peut-être fait. D'accord. Monsieur le Président, nous sommes plein pied dans le contentieux. Comment le requérant doit procéder? Alors, le requérant... Et devant quel organe? D'abord, devant deux organes. La commission électorale indépendante et, dans le cas échéant, le tribunal. La saisine de la commission électorale indépendante est obligatoire, est une condition préalable. Sinon, vous ne pouvez pas partir devant le tribunal, ça sera irrécevable. On ne va même pas statuer dans le fond. On va déclarer votre requête irrécevable. Donc, il faut saisir d'abord la commission électorale indépendante. Ça apparaît, pour ceux qui sont un peu juristes, ça apparaît comme un recours administratif préalable. Et à ce niveau, comment se présente la requête? Vous écrivez la réclamation pour éviter que ce soit une délation ou bien une dénonciation calomnieuse, parce que ça sera certainement l'occasion pour des petits malins pour venir dire « Oui, M. Diaby n'est pas ceci, il ne mérite pas d'être sur la liste électorale ». La loi exige de celui qui va demander la radiation ou l'inscription de quelqu'un une requête écrite, une requête motivée. La motivation va consister pour le requérant à donner la liste des pièces justificatives et accompagner la réclamation des dites pièces. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est décédé, il faut que vous rapportiez la preuve que la personne est décédée par l'acte de décès. Quand vous dites que la personne est déchue de ses droits civils et politiques, il faut que vous rapportiez la décision qui est devenue définitive pour qu'il soit déchu de ses droits civils et radié de la liste électorale. Voilà ce que la loi dit. C'est pour éviter la délation et les dénonciations calomnieuses. Mais alors, voilà comment ça se fait. Donc, de quel délai il dispose? Alors, il bénéficie de 10 jours. Alors, quand j'entends dire les uns et les autres qu'il faut proroger ce délai... Oui, ils ont demandé une rallonge. L'opposition a demandé une rallonge. Moi, je ne sais pas si c'est opportun. D'abord parce que la liste électorale, elle est permanente. Elle est publique et elle est permanente. Tout le monde l'a. Mais depuis le 20 mai, M. Diaby, la liste électorale est sur notre site. Depuis le 20 mai. Mais en plus de cela, tout le monde, généralement, pour ce qui est de la liste provisoire, tout le monde la découvre à l'affichage. Mais les partis politiques l'ont eu 10 jours avant. Et l'article 11 dit que tout parti politique ou toute personne ayant fait acte de candidature peut se voir délivrer une copie de la liste électorale à ses frais. Nous, on a donné gratuitement aux partis politiques la liste. Par le passé, c'était 3 jours qui étaient réservés aux partis politiques ou à l'électeur pour faire des observations. Nous avons saisi le gouvernement pour dire non, il faut augmenter un peu ce délai pour permettre
aux partis politiques et aux électeurs de bien exploiter la liste électorale. Aujourd'hui, c'est 10 jours. Donc, à l'affichage, vous avez 10 jours pour regarder. Ça fait presque 20 jours, sans compter que la liste existe sur la liste électorale, et comme on appelle sur notre site, depuis le 20. Et sans même oublier de préciser que cette liste existe depuis 2008. Ah, parce que curieusement, et ça me donne un sourire, tous les élus de la Côte d'Ivoire ont été élus sur la base de cette liste électorale. À entendre les uns et les autres, on a l'impression que cette liste est impropre à l'objet auquel on la destine, c'est-à-dire organiser des élections. Et pourtant, ils ont tous été élus sur la base de cette liste. Et curieusement, cette liste qui est si abjecte, cette liste qui est impropre à l'usage auquel on la destine, personne n'est venu encore saisir sérieusement la commission électorale de ces irrégularités. J'ai dit, depuis le 1er juin. Depuis le 1er juin, ça fait à peine 1%. On a l'impression qu'en réalité, et puis de vous à moi, au lieu de vous hâter pour venir saisir la commission électorale indépendante, parce que vous considérez que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous faites les points de presse, vous êtes dans les rédactions des journaux pour faire des déclarations, alors que les journalistes, aussi compétents soient-ils, mais n'ont pas pouvoir d'apprécier les irrégularités. Mais celui qui a pouvoir, c'est la commission électorale. Mais vous ne partez pas saisir la commission, vous n'en faites pas une priorité. Et après, vous demandez des rallonges. Alors, pour rigoler un peu, monsieur, même si c'est sérieux, c'est la commission électorale, sur proposition de la commission électorale, que le gouvernement prend le décret fixant les modalités de la révision. Mais c'est la commission électorale que vous prenez en grippe. C'est la commission électorale que vous traitez de tous les petits noms d'oiseaux. Alors, comment voulez-vous que nous soyons sensibles à vos différentes requêtes? Voilà. Nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires. Et c'est ce que nous disons aux partis politiques. Voilà. Soyez plus aimables avec nous. Peut-être que nous allons apprécier le bien fondé de ce que vous dites. Et puis, on va peut-être demander au gouvernement. Sinon, la loi, là, c'est le gouvernement. Hein. C'est le gouvernement qui prend son décret sur proposition de la commission. Mais le rapport que nous faisons aujourd'hui nous amène à penser qu'il n'est même pas nécessaire de proroger, puisqu'on est à 1%, à 6 jours. C'est-à-dire, il reste 4 jours. On est à 1%. Pour des gens qui considèrent que la liste qui va commander aux prochaines élections est infecte. Vous ne venez pas porter à la connaissance de l'autorité qui est habilitée à la rendre propre les irrégularités que vous semblez avoir constatées. On a l'impression que c'est un peu plus de dilatoire. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. D'accord. On parle de personnes décédées qui sont encore inscrites sur la liste. Hein. Comment ça se fait que ces personnes-là soient encore là, effectivement? Mais c'est ce que je dis, hein. Nous nous adressons un courrier au ministère de l'Intérieur. Oui. Et le ministère de l'Intérieur... Quand le ministère vous donne la liste, il n'y a aucune justification qui accompagne, voilà. C'est juste la liste. Non, parce que c'est lui qui tient l'état civil. Voilà, donc c'est lui qui reçoit les déclarations des décès. Mais quand c'est d'un particulier, il faut que le particulier rapporte la preuve, puisque ce n'est pas au particulier qu'on va déclarer le décès. Mais alors, je voudrais dire ceci. Nous n'avons pas fini le traitement. Je l'ai dit, nous continuons de compulser les registres des décès dans les centres d'état civil. Et nous avons 3000 cas encore qui sont dans le pipe. Certainement, les personnes dont le décès a été porté à cri et à corps, certainement, ces personnes-là se trouvent dans ces 3000-là. Et vous allez voir. Et puisque l'article 12 reconnaît la possibilité ou l'aptitude ou la faculté à la commission électorale indépendante d'irradier ces personnes-là, mais dès qu'on aura la preuve, peut-être ces personnes-là vont sortir. Mais sans préjudice des parents des défunts. Ceux qui savent que M. Até Philippe, ceux qui savent que M. Bernard Bédadi est décédé, ceux qui savent que M. Seydou Eliman Diarra sont tous décédés, paix à leur âme, mais c'est à eux maintenant de venir, les parents, de venir. C'est pour ça que je dis c'est une sorte... Avec l'acte de décès. Et voilà, aussi simple que ça. Puisque c'est une œuvre humaine et toutes les déclarations ne sont pas portées forcément à la connaissance de la commission électorale, si vous avez la possibilité de le faire, mais vous venez avec l'acte de décès. C'est comme ça. Et puis, ensemble, on travaille sur la liste. Mais en même temps, vous avez vu l'intervention tout à l'heure dans l'élément où le monsieur disait « il faut rendre propre la liste électorale ». J'ai dit oui, c'est vrai. Ça nous embête nous-mêmes de voir des personnes décédées sur la liste électorale. Sauf que pour les radier, la loi dit qu'il faut justifier d'un document attestant. Parce que la personne, quand elle vient s'inscrire là, elle vient avec un document.
quand tu veux l'enlever là, il faut que ce soit à la base d'un document officiel qui fait foi jusqu'à inscription de faux. C'est ça les actes d'état civil. Alors, voyez-vous, quand ces personnes-là sont sur la liste, ça nous gêne nous-mêmes parce que ça gonfle le pourcentage, le taux de participation. Le taux de participation est enflé par le fait de ces personnes. Mais, M. Diaby, conscient de cela, la commission électorale s'est pourvue de documents et de matériel qu'on appelle les tablettes biométriques. Quand vous venez vous inscrire pour la première fois sur la liste électorale, on renseigne, comme je l'ai dit tantôt, 2 bases de données, y compris la base de données biométrique. Et chaque individu, il est établi que chaque individu a son empreinte digitale propre, qui ne se retrouve pas ailleurs que chez lui. Si la personne est décédée, personne ne peut se substituer à un défunt, à un mort. Donc, pour nous, c'est vrai, il faut sortir les morts de la liste électorale. Mais les morts ne sont pas plus dangereux que ceux qui sont vivants et qui sont déchus de leurs droits civils et politiques. Et justement, oui, il y a ceux-là et il y a aussi ceux qui sont vivants mais qui ont plus de 100 ans, ou alors il y aurait des doublons sur la liste. Cette question-là. Oui, à ce niveau, je l'ai dit tantôt à l'occasion de l'une de nos rencontres avec les journalistes, que ce n'est pas maintenant que cette histoire existe. Les centenaires qui se trouvent sur la liste électorale, c'est des faux centenaires. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2008-2009, à l'issue de l'accord politique de Ouagadougou, il a été admis que des personnes ne détenant pas documents, de carte d'identité, documents officiels, pouvaient venir se faire inscrire sur la liste électorale avec un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif. Quand ces personnes arrivaient, le mécanisme qui était mis en place consistait à les enrôler et à leur remettre leur extrait d'acte de naissance. La deuxième étape étant donc d'apprécier la conformité de ces données collectées avec la loi. En ce moment-là, l'on a constaté qu'il y avait des erreurs qui s'étaient immixées dans la saisie. Et comme les choses se faisaient à cette époque, ensemble et de concert avec les partis politiques ont décidé de laisser ces personnes sur la liste électorale, mais prennent l'engagement d'aller exhorter la population à venir consulter la liste électorale et à participer au contentieux pour y déceler toutes ces irrégularités et les faire corriger. La commission a ce droit, mais le document qui peut servir à la commission de rectifier, ce document a été remis au pétitionnaire. Contrairement à aujourd'hui, quand le pétitionnaire arrive, nous on scanne le document. Au point où, au cours de la saisie, quand on constate qu'il y a des irrégularités, automatiquement, nous on corrige. Or, en 2008-2009, on n'a pas eu cette possibilité. Au point où c'est seulement l'intéressé qui doit venir se présenter à nos guichets pour qu'on puisse procéder. Et les partis politiques étaient d'accord avec... Bien sûr. Mais les partis politiques que vous évoquez, ce sont les mêmes acteurs qui existent aujourd'hui. Les mêmes. Ont-ils donc oublié que cette question leur a été posée à un moment donné? Possibilité, mais nous, on n'a pas oublié. Nous, on n'a pas oublié. Possibilité. Et d'ailleurs, la preuve en est que le Premier ministre, paix à son âme, M. Charles Konan Bani, en 2015, avait évoqué la même question. Il avait évoqué la même question, mais c'est la même solution qui a été donnée. Mais alors là, quelqu'un peut me poser la question, mais Monsieur le Président, pourquoi vous n'éradiez pas ces personnes-là de la liste électorale? Mais on ne peut pas les radier parce que ce n'est pas un motif d'éradiation. C'est des erreurs matérielles. L'erreur dans la mention du nom n'est pas un motif d'éradiation. La radiation est consécutive à la déchéance des droits ou au décès. L'erreur dans la mention, est-ce que parce que vous êtes né en 1900, vous ne pouvez pas voter? Si je suis encore vivant. Ben voilà. Alors on dit, et les mineurs, mais ce n'est pas un mineur en réalité, parce qu'il y a sa photo qui est là. Ce n'est pas un mineur. Là où il devait être 1990, on a mis 1900. Ou bien on a mis moins de 1900 pour qu'il soit mineur. Vous comprenez? Et puis, je disais ce matin à mes collaborateurs, quels sont ces mineurs depuis 2008 qui ne sont pas devenus encore majeurs? Parce que quand même, c'est depuis 2008 qu'ils sont sur la liste électorale. S'ils sont nés en 2007, 2023, aujourd'hui, ça fait combien? Ils sont devenus quand même plus ou moins majeurs, non? Alors, c'est les mêmes rengaines. Moi, je veux bien que ces erreurs soient extirpées de la liste électorale, mais venez devant la commission en respectant la procédure qui consiste à faire la réclamation écrite et motivée avec les pièces justificatives à l'appui.
Alors, il ne s'agit pas de venir dire que telle personne est ici ou n'est pas ici. Il faut justifier. Tout à fait. On dit que l'exactitude d'une liste électorale est acceptée à 97%. Oui. La norme, c'est donc 97% et 3% d'erreurs tolérées. Or, quand vous regardez bien, sur 8 millions de personnes, s'il y a 6 millions qui sont centenaires, s'il y a 6 000 personnes qui sont centenaires, ça fait combien? Ça fait même pas 1%. Alors que dans le standard international, on autorise même d'avoir une erreur de 3%. 3%. Voilà, aujourd'hui. Alors parlons du doublon. Je l'ai dit que c'est vrai, il y a des doublons. Mais il s'agit de doublons d'identité et non de doublons biométriques. En Côte d'Ivoire, depuis 2010, nous avons inséré dans notre système électoral d'enrôlement ce qu'on appelle l'identifiant biométrique. Quand vous venez, je vous ai dit tout à l'heure, l'article 7 dit, en plus des données alphanumériques, mais vous renseignez les données biométriques, c'est-à-dire votre photo et vos empreintes digitales, les 10 doigts. Et vous êtes seul à avoir ces empreintes. Donc pour nous, il n'est pas rare de constater en Afrique ici des gens, 3 ou 4 personnes qui utilisent des extraits d'actes de naissance. Monsieur Diaby, je ne dis pas que c'est votre cas, mais ça se trouve dans toutes les familles. Et au point où l'État de Côte d'Ivoire, lui-même conscient de cela, a pris une loi permettant aux citoyens de recouvrer leur identité initiale. Vous comprenez? Pour vous dire l'ampleur de la situation. Alors, fort de cela, il peut avoir une identité de nom entre 3, 4 personnes, mais c'est 3 personnes qui sont différentes parce que chacune d'elles a son empreinte digitale et a son faciès avec l'iris. Voilà la particularité. Donc pour nous, comme il s'agit du principe en matière électorale, une personne, une voix, ça ne pose pas de problème parce que l'une ne pouvant se substituer à l'autre. Voilà pourquoi le doublon alphanumérique, c'est-à-dire le doublon d'identité, ne pose pas de problème, même si ça peut paraître incongru, mais ça ne pose pas de problème en matière électorale. Je précise très bien, la liste électorale n'est pas un registre d'état civil. C'est différent. Ici, on organise l'élection. Ce n'est pas l'état civil des gens que nous venons dresser. Donc, ces irrégularités-là peuvent être acceptées sur la liste électorale parce que ça n'affecte pas la sincérité du scrutin, qui est l'objectif premier de la liste électorale. D'accord. Monsieur le Président, avant de poursuivre avec notre interview, je vais vous poser quelques petites questions qui émanent de téléspectateurs. Il y en a peut-être quelques-unes qui ont été déjà posées ici. Karamoko nous dit que pendant la période de contentieux, une personne peut s'inscrire pour la première fois. Ça, c'est sa question à lui. Alphonse dit « Bonsoir, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut consulter la liste provisoire en ligne ?» Ça, vous y avez répondu. Oui. Si oui, comment se fait la vérification dans ce cas? C'est Alphonse. Et puis, Papa Fort a dit « On parle bien de contentieux. Donc, quelle organisation suprême qui peut trancher ce litige puisque la CEI ne peut se prévoir de modifier une quelconque irrégularité ?» Oui, mais cette question, on a dit que c'est le tribunal du lieu où vous vous êtes fait enrôler, oui, et que la décision de ce tribunal n'est pas susceptible de voie de recours. Donc, si vous vous êtes fait enrôler, par exemple, à Abidjan ici, comme on appelle en dehors de Yopougon, mais c'est le tribunal du plateau. Si c'est à Yopougon, c'est au tribunal de Yopougon. C'est comme ça que ça se fait. Donc, vous partez, d'abord, vous commencez à la commission électorale de Yopougon pour dire, je vous ai demandé de faire ceci, vous n'avez pas fait, parce qu'en réalité, le contentieux vient de la contrariété entre ce que vous avez demandé et ce qu'on vous a donné. C'est ça l'intérêt du contentieux, hein, parce que le contentieux vise à régler les irrégularités suite à l'inscription ou les omissions suite à l'inscription. Alors, s'il n'y a pas d'irrégularité, on ne vient pas au contentieux. Donc, vous venez pour dire à la commission électorale, mais je vous ai demandé de faire ça. Si la commission ne vous fait pas droit, vous partez au cas échéant devant le tribunal. Voilà. Et là, vous répondez. Et on peut consulter aussi la liste électorale en ligne. Vous partez sur notre site, vous allez voir les coordonnées et automatiquement, vous avez la liste depuis le 20. Vous pouvez rappeler le site de la CEI, Monsieur le Président? www.cei.ci. D'accord. Et pendant la période de contentieux, cette question, bon... Alors, pendant la période de contentieux, on ne s'inscrit pas. On vient juste on vient quand on a affiché, parce que c'est l'affichage qui déclenche le contentieux. Tout à fait. Est-ce que je suis sur la liste électorale parce que par le passé, je me suis inscrit? Si oui, il n'y a pas de problème. Sinon,
je viens au contentieux. Mais vous ne venez pas au contentieux pour vous inscrire. Tout à fait. Et M. Kouakou, lui, demande qu'est-ce qu'il en est pour les électeurs de la diaspora, en France par exemple, enrôlés depuis 2020, qui n'ont pas encore reçu leur carte d'électeur. Mais ils peuvent toujours venir parce que les cartes d'électeurs sont retirées au siège, à l'ambassade. Par exemple, à l'étranger, le siège généralement on appelle les CERD, les commissions électorales dans les représentations diplomatiques. C'est là-bas que vous pouvez retirer votre carte. Et même le jour du vote, les cartes sont disponibles pour les électeurs. Vous pouvez retirer votre carte à tout moment. Parce que l'objectif de la liste électorale, c'est justement éditer la liste électorale définitive pour produire les cartes d'électeurs qui constituent le sésame pour les électeurs pour aller voter. Et sans carte d'électeur, vous pouvez le dire aussi, est-ce qu'un électeur peut quand même voter? Avec quelle pièce peut-il le faire? La carte nationale d'identité et puis la tablette biométrique. est là pour... Voilà, quand vous arrivez et que vous mettez votre doigt, automatiquement, ça vous fait sortir votre nom et puis automatiquement, ça la preuve que vous êtes sur la liste électorale. Toute l'identification donc du requérant. Voilà. D'accord. Je souhaiterais que le président de la CEI, que le président de la CEI revienne sur l'inscription d'office et l'inscription de droit. En 30 secondes, rapidement. Il n'a pas bien perçu. Alors, l'article 9 dit tout Ivoirien remplissant les conditions pour être sur la liste électorale, pour être électeur, peut s'inscrire sur la liste électorale de son choix, pourvu qu'il ait son domicile ou sa résidence ou bien le lieu où il paye les impôts. Je reprends, tout Ivoirien remplissant les conditions pour être électeur peut s'inscrire à son choix dans la circonscription où il a son domicile, à défaut, sa résidence, à défaut, là où il paye ses impôts. Ça veut dire quoi? L'inscription de droit consiste pour le citoyen à satisfaire aux conditions prescrites par la loi, c'est-à-dire il faut être ivoirien, il faut être âgé de 18 ans, il faut jouir de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité ou d'indignité. Fort de cela, si vous remplissez ces conditions, vous êtes inscrit sur la liste. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous n'êtes pas inscrit sur la liste. Le caractère de droit de l'inscription viendra de ce que, ce faisant, l'autorité qui est en charge de vous inscrire est obligée lorsque vous remplissez les conditions prescrites par la loi. Maintenant, l'inscription d'office, dans ce cas, c'est une inscription qui s'est faite sans condition préalable dès lors que le requérant lève le doigt, je veux être inscrit. L'article 5 dit, il s'agit d'inscription de droit et non d'inscription d'office. Voilà pourquoi il faut satisfaire aux différentes conditions avant d'être inscrit sur la liste électorale. Monsieur Aïdara, j'espère que vous êtes satisfait à présent. Monsieur le Président, et la question de la transhumance électorale? Alors, c'est l'article 9 qui proscrit la transhumance, qui dit ceci: tout électeur qui s'inscrit dans une circonscription où il n'y a pas son domicile, sa résidence, où il paye les impôts, et s'il est à l'étranger, où il ne s'est pas fait immatriculer, sera puni d'une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 1 an et de 500 000 francs à 1 million de francs. Voilà ce que le Code dit. Ça veut dire quoi? Que si vous n'êtes pas domicilié là où vous voulez vous faire inscrire sur la liste électorale, alors que vous le savez très bien, vous commettez cette infraction. Alors, la difficulté, c'est que on dit, ben, Monsieur le Président, il y a des circonscriptions où le taux de la population électorale est plus élevé que le nombre d'habitants. Ben oui, rien n'interdit cela. C'est le cas du plateau. Je l'ai dit tantôt, le plateau est le centre d'affaires. 80% des fonctionnaires travaillent au plateau. Les travailleurs en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan, je veux dire, travaillent presque tous au plateau. Alors, l'enrôlement se fait le jour, mais l'enrôlement les trouve au plateau. S'ils décident de se faire enrôler là-bas, ben c'est là-bas qu'ils vont voter. Voilà comment la population électorale se retrouve être plus. Mais je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait la transhumance. C'est pour cette raison, à l'occasion de cette dernière révision, il y a eu 29 000 enrôlements en ligne. Mais il n'y a que 10 seulement qui ont été retenus. 10 000 seulement qui ont été retenus. Tout le reste, c'était sur la base de faux documents. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transhumance. Nous, on a détecté cela. Parce que les imprimés qui ont permis à ces personnes de venir se faire enrôler frauduleusement contenaient des QR codes qu'eux, ils ne savaient pas. Ils ont pris un seul imprimé et ils l'ont distribué à près de 2000 personnes.
et ainsi de suite. Et nous, on l'a découvert et automatiquement, on les a sortis. Bien que la loi autorise la commission électorale à les radier de la liste électorale pour avoir fraudé, mais nous les avons ramenés là où ils se sont fait inscrire depuis le début et ne pas faire droit à leur demande de changement de lieu de vote. Vous voyez, c'est ce travail-là que nous faisons. Alors, quand vous venez, au lieu, à défaut de nous féliciter, mais aidez-nous au moins à faire bien ce travail. Si vous jetez le discrédit sur l'acte qui va servir de base à l'élection, on va aller à l'élection sur la base de quoi? Et pourtant, chacun d'eux, pour ceux qui sont élus sur la base de cette liste électorale. C'est pour cette raison que souvent, on se demande, c'est quoi le problème? La loi vous autorise à venir arranger, à nettoyer la liste électorale de toutes les scories. Mais c'est quoi le problème? Mais venez pour qu'ensemble, on sorte de la liste électorale toutes ces irrégularités. Mais vous ne faites pas ça. Mais c'est la commission électorale indépendante qui est visée. Mais nous ne sommes pas des adversaires. Ce n'est pas nous l'objet. C'est la population qui doit être séduite par la pertinence des programmes. Nous ne sommes que l'organe. Et c'est quand on fait comme si c'est la commission électorale qui peut faire gagner une élection ou faire perdre une élection, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi je demande aux partis politiques et aux candidats d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Voyez-vous, quand vous rentrez dans un bureau de vote, il y a ce qu'on appelle le procès verbal, qui est le journal du bureau de vote. Ce procès verbal comprend 3 parties. La partie où l'identité de l'électeur et de tous les membres du bureau de vote sont inscrits. Et ensuite, les computations des voix, c'est-à-dire les suffrages exprimés obtenus par chacun. Deuxième partie. Et la troisième partie est réservée aux réclamations. Il n'y a même pas lieu à faire des palabres dans un bureau de vote. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mentionnez votre réclamation dans la troisième partie du procès verbal. Mais il se trouve, et c'est l'occasion pour moi ici de le dire, il se trouve des gens qui se substituent aux agents des bureaux de vote. Motif pris de ce qu'ils sont munis d'un mandat d'un candidat et ce faisant, ils jouent le rôle que la commission électorale doit jouer dans un bureau de vote. On dit non, non, vous avez la liste électorale. On a exigé de nos agents de bureau de vote de dire à haute voix le nom de l'électeur qui rentre pour que les représentants des candidats détenteurs de la liste électorale puissent vérifier l'exactitude. Si la personne n'est pas sur la liste électorale, on coche ou on attire l'attention des gens, mais avec politesse. Parce que l'ordre public, jusqu'à preuve du contraire, dans un bureau de vote, est détenu par les agents de la commission électorale indépendante. Voilà pourquoi certains représentants des candidats se sont vus expulsés parce que voulant jouer le rôle de la commission électorale indépendante sans être investis par la loi. Monsieur le Président, il est aussi question de présence sur la liste de personnes à filiation inconnue ou incomplète. Oui. On parle aussi de croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale dans certaines zones du pays. Oui, mais alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas un état civil qu'on vient dresser à la commission électorale indépendante. La loi autorise qu'on puisse déclarer un enfant sans père. C'est la loi qui le dit. Si le père ne l'a pas reconnu, la mère vient déclarer l'enfant et on met à la place du père, père inconnu ou père non déclaré. Et ce faisant, conformément au code sur le nom et sur la filiation, l'enfant va porter le nom de la mère. C'est comme ça que ça se fait. Alors vous allez dire que son identité est incomplète. Mais est-ce que c'est l'état civil qu'on vient faire à la commission électorale indépendante? Mais c'est des électeurs que nous cherchons. Est-ce que celui-là qui n'a pas... Est-ce qu'on a dit les conditions de l'article 3? Il a été dit que l'électeur doit avoir un père et une mère. Il est dit que l'électeur doit être ivoirien, âgé de 18 ans, jouissant de ses droits civils et politiques et ne pas être frappé d'incapacité. C'est ce que la loi dit. Est-ce que la loi a dit que quelqu'un qui n'a pas son père ou sa mère ne peut pas être électeur? Mais c'est des électeurs que nous cherchons. Hein? C'est vrai qu'il y a des mentions, mais lorsque ces mentions ne sont pas sur les actes d'état civil, ça ne pose pas de problème dès lors que l'électeur peut être identifié biométriquement. Parce que c'est la biométrie qui évite la confusion entre les personnes. Pourquoi on demande le nom de la maman des gens? Pourquoi on demande le nom du papa des gens? C'est pour éviter les confusions. Mais maintenant, aujourd'hui, les données alphanumériques ont montré leurs limites, surtout en Afrique, où les gens utilisent un seul extrait de naissance pour 3 ou 4 personnes. Alors dites-moi, ceux qui ont utilisé à 2 ou à 3
l'extrait d'acte de naissance. Ils n'ont pas la même maman, ils n'ont pas le même papa, mais ils auront le même papa, ils auront la même maman. Et pourtant, ils peuvent voter, mais parce que les empreintes digitales sont différentes. Donc c'est ça qui est l'identifiant principal pour la commission électorale indépendante. C'est pour cette raison, pour nous, les doublons alphanumériques, c'est-à-dire les doublons d'identité, ne posent pas de problème. Ce sont les doublons biométriques qui sont le problème pour nous. Il y a le déplacement des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et inversement. Oui. Vous savez, les gens font la confusion entre le découpage administratif et le découpage électoral. Le découpage administratif ressortit à la compétence exclusivement du gouvernement. Mais ce découpage est porté à la connaissance de la commission électorale pour être inséré dans notre système pour qu'on puisse y installer les lieux de vote et les bureaux de vote. C'est tout. Alors, si on dit qu'il y a un village qui dépend de telle entité administrative, mais dès que nous sommes informés, automatiquement, nous créons notre bureau de vote ou bien notre lieu de vote en fonction de cela. Donc, ce n'est pas nous. Il faut. Et d'ailleurs, les CEL et les bureaux de vote sont très souvent installés sur demande de l'administration et de la population. Donc, quand on nous informe de la création d'une commission électorale locale, mais nous apprécions plusieurs critères. C'est à l'aune de plusieurs faisceaux d'indices. Premièrement, la densité de la population, la distance entre les villages et ainsi de suite. C'est ce qui permet de créer, comme on appelle, les bureaux de, non, les centres, la commission électorale locale. Locale, d'abord. Voilà. Oui. C'est comme ça qu'on fait de laquelle commission électorale locale est dispatché, bien entendu, les lieux de vote et les bureaux de vote. Les bureaux de vote. La non-conformité de la liste électorale provisoire avec les exigences du code électoral. Là, on a cité l'article 7, que vous connaissez de tête, hein, mais je vais le lire ici pour nos téléspectateurs. L'article 7 dit « La liste électorale contient les éléments d'identification des électeurs, à savoir, vous l'avez cité, numéro d'ordre, numéro d'enregistrement, etc., etc. » La création, voilà. Donc, la non-conformité de la liste électorale provisoire avec les exigences du code électoral. Est-ce que c'est une des requêtes, hein, c'est un des motifs de grief? Moi, je ne sais pas ce que ça signifie, mais si vous considérez que la liste électorale n'est pas conforme aux exigences du code électoral, il faut venir au contentieux. C'est simple que ça. La création d'une nouvelle commune sans information préalable. C'est nous qui créons les communes. Ce n'est pas nous qui créons les communes. Mais finalement, j'ai l'impression que la commission électorale indépendante peut tout faire. C'est la commission électorale qui doit détecter tous les morts de cette République. C'est la commission électorale qui doit détecter toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, sans préjudice, bien entendu, du pouvoir que les électeurs, eux aussi, détiennent. Mais la commune, ce n'est pas nous qui la créons. Voilà. Et puis, pour terminer, la suppression de certains lieux de vote importants sans information. Non, en réalité, on ne supprime pas le lieu de vote. Il arrive que souvent, à l'occasion d'intempéries, le lieu de vote n'est pas utilisable. Mais on fait tout pour rester tout juste à côté. Et on informe. Et puis, vous savez, c'est une collaboration qui s'est faite avec la population. Il y a des fondateurs d'écoles qui, à un moment donné, qui refusent que leur établissement soit... Le dernier jour, hein, c'est-à-dire le jour du vote, ils refusent que leur établissement soit, comme on appelle, un lieu de vote. Quand c'est comme ça, nous partons tout juste à côté et nous informons déjà. Et il y a des agents qui restent dans le lieu initial pour indiquer aux citoyens d'aller voter dans un nouveau lieu. C'est comme ça que ça se fait. C'est très souvent juste à côté, c'est une affaire de 100 mètres, 200 mètres. Mais ce sont les réalités du terrain. Ce sont des réalités du terrain. Voilà. Monsieur le Président, au vu de tous ces bruits qui courent, rien que pour une question de liste électorale provisoire, est-ce que cela ne présage pas de situations plus regrettables pendant l'élection elle-même, les élections elles-mêmes, à proprement parler? Monsieur Diaby, vous touchez à un élément qui me tient à cœur, qui tient à cœur à tous les membres de la commission électorale indépendante. Voyez-vous, les membres de la commission électorale indépendante sont des braves gens, des femmes et des hommes qui vont par monts et par vaux sur toute l'étendue du territoire pour faire leur travail. Et la loi autorise les électeurs à contrôler ce travail par l'affichage et le contentieux. Mais quand on voit tout ce qui s'est fait autour, on brocarde la commission électorale. Souvent même, on donne l'impression au président
de la commission électorale indépendante le pouvoir de pouvoir radier lui-même dans son bureau des personnes sur la liste électorale. Mais j'ai même l'impression que ça les amuse. Mais la matière électorale peut être aussi bien porteuse de paix que porteuse de guerre. Et la Côte d'Ivoire a connu les deux aspects. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Vous voyez, il m'arrive souvent d'élever un peu le ton. Pas que je suis fâché, mais parce que je ne veux pas qu'on se méprenne sur la vie humaine. Parce que cette matière, elle est très sérieuse pour qu'on en fasse un élément d'amusement ou bien un élément de félonie. Il faut éviter ça. Parce que, voyez-vous, la possibilité est donnée à tout un chacun de venir faire des réclamations pour qu'ensemble, on ait une bonne liste électorale. Il y a quelqu'un qui est venu, m'a écrit pour dire, Monsieur le Président Kubier, nous avons eu la tête de Monsieur le Président Mambé. Nous avons eu la tête du Président Bakayoko. Nous allons avoir la vôtre. Est-ce que la commission, est-ce que l'objectif d'une liste électorale, c'est le Président Kubier? Est-ce que le Président Kubier est le défi qu'un parti politique doit avoir? Mais si vous voulez me faire tomber, faites-moi tomber. Mais est-ce pour autant vous allez gagner les élections? Parce que l'intérêt d'un parti politique qui est la vocation de conquérir le pouvoir d'État, mais ça se fait sur le terrain. On prend un malin plaisir à ameuter la République, alors que la commission les reçoit chaque fois que besoin est. Je vous dis, nous recevons tous les partis politiques. Toutes les opérations électorales se font de pair et de concert avec les partis politiques. Les modes opératoires, on les associe. On ne fait rien sans eux. Mais curieusement, et ce qui fait de la peine, c'est que, hors micro, ils vous disent, Monsieur le Président, le travail est bien fait. Mais chaque fois qu'ils sont en face de la caméra, mais ils brocadent la commission électorale comme ce ne sont pas eux qui ont dit à cette commission-là qu'elle travaillait bien. Mais c'est un jeu que je ne trouve pas bien parce que la vie des Ivoiriens est plus chère que ce jeu-là. Justement, cette vie qui est chère, parlez-leur. Est-ce que vous pouvez nous rassurer, les Ivoiriens qui vous suivent aujourd'hui et tous les habitants de Côte d'Ivoire, que ces élections à venir seront vraiment tranquilles, elles vont se passer normalement, sans incident? Mais M. Diaby, nous, on fera notre travail comme on l'a déjà fait en 2021. On a organisé les élections législatives ici sans heure. On a organisé l'élection présidentielle ici en 2020. Mais tout ne dépend pas de la commission électorale indépendante. Moi, je ne vois pas un membre de la commission électorale prendre l'initiative par devers lui, unilatéralement, de créer des troubles. Moi, ce que je ne comprends pas et qui me peine, les partis politiques disent que pour que la commission électorale soit crédible, il faut qu'elle soit composée des personnalités désignées par leurs soins. Et c'est ce qui se fait. Au point où il y a certains même qui arrivent à la commission électorale sans que la loi ne soit modifiée. Ils sont tous représentés au sein de la commission électorale. Mais dès que nous prenons une délibération qui les contrarie, automatiquement, la commission électorale n'est pas bonne. Elle n'est pas bien. Et souvent, pour ne pas paraître contradictoire, on laisse la commission, c'est le président qui n'est pas bon. Mais le président ne décide pas seul. Ça se fait à l'issue d'une délibération. Vous voyez, M. Diaby? Et vraiment, souvent, je les appelle, je dis, mais quel est le problème? Dites-moi. Ils ne viennent jamais me voir sans que je ne leur donne un code. Sans que je ne leur donne un code pour qu'ils s'en abreuvent. Parce que c'est le code et le décret et les instruments juridiques subséquents qui encadrent la révision de la liste électorale. Toutes les opérations électorales. Voyez-vous, la loi même dit... 30 secondes, Monsieur le Président. La loi même dit que le candidat peut avoir 2 représentants dans un bureau de vote, un titulaire et un suppléant. Et un délégué qui peut sillonner tous les lieux de vote. Tout ça pour avoir un pouvoir, un droit de contrôle. Et toutes les décisions doivent être nécessairement regardées par la commission, composée des personnalités qui ont été désignées par les soins des partis politiques. Je pense que les élections vont bel et bien se passer. Et elles se passeront sans heurts. Sans heurts.
D'accord, c'est bien pris, Monsieur le Président, parce qu'au bout d'un moment, on doit prendre plaisir à participer aux élections ici en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays pas très loin de nous. Autant qu'on peut prendre plaisir à aller jouer au foot ou aller au cinéma tout simplement. Et pourquoi pas? C'est clair que ce serait formidable. En tout cas, merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris de votre temps, d'avoir pu faire un grand effort pour nous offrir 90 minutes de votre temps, à nous bien sûr, et à tous ceux qui vous ont suivis, tous les habitants de Côte d'Ivoire. Merci encore. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, en espérant que vous avez pris plaisir à nous suivre. Moi, j'ai adoré vous présenter l'émission et avec moi, toute la chaleureuse équipe qui a œuvré à ce que tout se passe bien. Fier et heureux de vous servir. Ici, c'est RTI 1 et nous sommes leaders. À très vite.